Lors de la réunion de famille, l'oncle Bob m'a montré du doigt, voici le perdant de la famille. Il vit toujours dans ce minuscule appartement. Tout le monde a ri. Puis son patron s'est approché et a dit, Docteur Martinez. Je ne savais pas que vous étiez de la famille de Bob. Le visage de l'oncle Bob est devenu blême. La réunion de famille annuelle des Martinez se tenait chaque été au parc Riverside, et elle suivait le même schéma prévisible, chaque année. Mes cousins arrivaient dans leurs voitures les plus récentes, portant des vêtements de marque, et parlant fort de leur dernière promotion, de leur maison de vacances et de leur portefeuille d'investissement. Mes tantes et mes oncles passaient l'après-midi à comparer les réussites de leurs enfants, comme s'ils échangeaient des cartes de baseball, et l'oncle Bob finissait inévitablement par trouver un moment pour rappeler à tout le monde que j'étais la plus grande déception de la famille. Cette année promettait de ne pas être différente. Je suis entré dans le parking au volant de ma Honda Civic vieille de 10 ans, vêtu d'un jean et d'une simple chemise qui avait connu des jours meilleurs. À travers le pare-brise, je pouvais voir le tableau familier de ce théâtre du succès qui définissait ces rassemblements. Mon cousin Derek qui exhibait sa nouvelle Porsche. Tante Carmen qui montrait ses dernières acquisitions de bijoux. Et l'oncle Bob, qui tenait salon près des tables de pique-nique avec sa collection habituelle d'histoires de réussite professionnelle. L'oncle Bob était le frère aîné de mon père, et le patriarche autoproclamé de la famille Martinez depuis la mort de papa, 5 ans plus tôt. Il possédait une petite mais rentable entreprise de construction, conduisait un camion qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tous qu'il avait réussi par lui-même, malgré une enfance pauvre. Plus important encore, il s'était donné pour mission d'évaluer publiquement les choix de vie de chaque membre de la famille, en particulier ceux qu'il jugeait insuffisamment brillants. C'est-à-dire, moi. J'ai attrapé la glacière de sandwich que j'avais préparée pour le repas partage, de simples sandwichs à la dinde et au fromage sur du pain fait maison, rien de sophistiqué, et j'ai marché vers le rassemblement familial avec la détermination résignée de quelqu'un qui se rend à une intervention dentaire. Les conversations se sont calmées à mon approche, non par respect, mais parce que mon arrivée signalait le début du divertissement de l'après-midi. La performance annuelle de l'oncle Bob, le problème avec Miguel. Eh bien, annonça l'oncle Bob assez fort pour que tout le monde l'entende. Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. C'est notre petit Miguel, toujours en train de vivre son rêve dans ce minuscule appartement. Les membres de la famille assemblée se sont tournés vers moi, avec des expressions allant de la pitié à un amusement à peine dissimulé. Au fil des ans, j'étais devenu le contre-exemple qu'ils utilisaient pour motiver leurs propres enfants. L'exemple de ce qui arrive quand on ne s'investit pas correctement, ou qu'on ne fait pas des choix de carrière intelligents. Salut, oncle Bob, dis-je en posant ma glacière et en acceptant sa poignée de main à vous briser les os. Content de te voir. Vraiment, demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce qu'aux dernières nouvelles, tu travaillais toujours dans cette clinique du centre-ville, à gagner quoi, 30 000, 40 000 par an. Vivant d'un chèque de paie à l'autre. Le rassemblement familial avait formé un cercle lâche autour de nous, anticipant la routine familière. L'oncle Bob jouait le même spectacle comique chaque année, et ils avaient tous déjà entendu le texte, mais cela ne semblait jamais se démoder pour eux. Quelque chose comme ça, dis-je d'un ton évasif. Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas, continua l'oncle Bob, s'échauffant sur son thème. Tu as 32 ans, Miguel. La plupart des hommes de ton âge ont des carrières établies, des familles, des biens immobiliers. Ils ont construit quelque chose de significatif dans leur vie. Il fit un large geste vers les parents assemblés. Regarde Derek. Il a son propre cabinet d'avocat, une maison à Westfield, 2 enfants en école privée. La fille de Carmen vient d'être promue associée dans son cabinet comptable. Même la petite Sophia a sa propre entreprise de marketing maintenant. Sophia, ma cousine de 28 ans, rayonnait de fierté d'être incluse dans la vitrine du succès de l'oncle Bob. Elle avait lancé une petite entreprise de marketing sur les réseaux sociaux, qui s'occupait de restaurants et de magasins locaux. Un travail respectable, qui générait suffisamment de revenus pour soutenir son style de vie et impressionner la famille. Mais toi, dit l'oncle Bob, en me pointant du doigt comme un procureur s'adressant à un jury. Tu vis toujours comme un étudiant. Petit appartement, vieille voiture, travaillant pour quelqu'un d'autre au lieu de construire ton propre avenir. Que s'est-il passé, Miguel? Ou nous sommes-nous trompés avec toi? La question flottait dans l'air, comme la fumée d'un barbecue. C'était le moment annuel où l'oncle Bob invitait toute la famille à diagnostiquer les échecs de ma vie,
et à offrir des suggestions utiles pour m'améliorer. Les années précédentes avaient donné lieu à des discussions sur ma mauvaise planification financière, mon manque d'ambition, mon incapacité à trouver une épouse appropriée, et mon inaptitude générale à atteindre le type de succès conventionnel que la famille Martinez valorisait. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais pris la peine de demander, c'était précisément ce que je faisais dans cette clinique du centre-ville. Ou pourquoi quelqu'un avec mes qualifications pourrait choisir de travailler là, au lieu de poursuivre des opportunités manifestement plus lucratives. Je suis à l'aise avec mes choix, dis-je simplement. À l'aise, répéta l'oncle Bob en riant. C'est exactement ça, le problème. Le confort est l'ennemi du succès. On ne peut pas bâtir une fortune en étant à l'aise. On ne peut pas créer un héritage en acceptant la médiocrité. Derek, mon cousin avocat, décida de se joindre à la conversation. L'oncle Bob a raison, Miguel. Je veux dire, sans jugement, mais est-ce que tu ne veux pas plus de la vie? Une meilleure voiture, un plus grand logement, la sécurité financière. Certaines personnes sont simplement câblées différemment, ajouta tante Carmen, avec le genre de ton compatissant habituellement réservé à la discussion des maladies en phase terminale. Tout le monde n'a pas la volonté de réussir en affaires. Il ne s'agit pas de volonté, corrigea l'oncle Bob. Il s'agit de faire des choix intelligents. Miguel ici a passé la dernière décennie à faire de mauvais choix, et maintenant il est coincé dans une impasse. J'écoutais cette analyse familière de la trajectoire de ma vie, tout en regardant une berline noire entrer dans le parking. La voiture était chère mais discrète, le genre de véhicule conduit par des gens qui avaient de l'argent mais ne ressentaient pas le besoin de le crier sur les toits. Elle se gara près de ma Honda, et je reconnus immédiatement la conductrice. Le docteur Patricia Hendricks, chef du service de chirurgie à l'hôpital métropolitain général, et directrice du programme de résidence en chirurgie traumatologique. Elle était aussi ma patronne, bien que ce ne soit pas tout à fait le mot juste pour notre relation professionnelle. En tant que l'une des chirurgiennes traumatologues les plus respectées du pays, le docteur Hendricks avait été mon mentor au cours des 3 dernières années, alors que je travaillais à l'obtention de ma certification en chirurgie d'urgence. Ce qu'elle faisait à une réunion de famille Martinez était un mystère, mais j'avais le pressentiment que j'allais bientôt le découvrir. Le fait est, disait l'oncle Bob, montant en puissance pour son crescendo annuel, que Miguel représente tout ce qui ne va pas avec sa génération. Pas d'ambition, pas de dynamisme, aucune compréhension de ce qu'il faut pour construire quelque chose de significatif. Il se contente parfaitement d'être ordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec un travail ordinaire, dit Sophia diplomatiquement. Il faut bien que quelqu'un travaille dans les cliniques et les hôpitaux. Bien sûr, concéda l'oncle Bob, mais ce sont des emplois pour les gens sans option. Miguel avait des options. Il est allé à l'université, a eu des notes correctes. Il aurait pu faire quelque chose de sa vie s'il s'était donné la peine. Le docteur Hendricks était sorti de sa voiture et se dirigeait vers notre groupe, son expression curieuse alors qu'elle observait la scène. C'était une petite femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, et dotée de ce genre d'autorité tranquille qui rendait les administrateurs d'hôpitaux nerveux et les étudiants en médecine plus droits. Le fait est, continua l'oncle Bob, inconscient de l'interruption imminente, que Miguel ici a 32 ans et rien à montrer. Toujours locataire d'un minuscule appartement, conduisant une voiture qui aurait dû être remplacée il y a 5 ans, travaillant pour un salaire horaire au lieu de se constituer un capital. Un salaire horaire, répéta Derek avec un hochement de tête compatissant. C'est dur, mec. As-tu envisagé de retourner à l'école? Peut-être obtenir une sorte de certification qui pourrait mener à de meilleures opportunités. Ou de lancer ton propre cabinet, suggéra tante Carmen. Même si c'est juste à temps partiel au début, tu dois penser à la retraite, Miguel. La sécurité sociale ne suffira pas, le docteur Hendricks avait atteint le bord de notre cercle familial, et écoutait cette conversation avec un amusement croissant. J'ai croisé son regard et hoché légèrement la tête. Un salut qu'elle me rendit avec un petit sourire, qui suggérait qu'elle appréciait le spectacle. Ce dont Miguel a besoin, annonça l'oncle Bob avec l'autorité de quelqu'un qui a déjà résolu des problèmes complexes, c'est d'une confrontation avec la réalité. Il doit comprendre que la vie ne va pas lui servir le succès sur un plateau d'argent. Il doit commencer à prendre des décisions d'adulte pour son avenir. Bob Martinez. Le docteur Hendricks prit la parole pour la première fois, sa voix tranchant le discours de l'oncle Bob avec une précision chirurgicale. L'oncle Bob se tourna vers elle avec le sourire confiant qu'il réservait aux femmes séduisantes, surtout celles qui semblaient être des professionnels accomplis.
C'est bien ça, Bob Martinez, de Martinez Construction. Et vous êtes? Dr Patricia Hendricks, dit-elle en tendant la main. Je crois que vous travaillez pour le groupe de développement Caldwell. La poitrine de l'oncle Bob se gonfla de fierté. C'est exact. Chef de projet senior. Je travaille pour l'entreprise depuis 8 ans maintenant. Nous avons construit la moitié des développements commerciaux de cette ville. Je sais, dit le docteur Hendricks. Votre entreprise s'est occupée de la rénovation de notre aile chirurgicale l'année dernière. Excellent travail. L'oncle Bob rayonnait pratiquement de cette reconnaissance professionnelle. Merci. Nous sommes fiers de fournir des services de construction de qualité. Êtes-vous sur le marché pour des travaux de développement? En fait, dit le docteur Hendricks en se tournant pour me regarder directement, je suis venu ici chercher le docteur Martinez. J'espère que je ne vous dérange pas, mais nous avons une situation à l'hôpital qui requiert son attention immédiate. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le trafic de l'autoroute à près d'1 kilomètre. Docteur Martinez, répéta lentement l'oncle Bob, son sourire confiant commençant à vaciller. Docteur Miguel Martinez, confirma le docteur Hendricks, toujours en me regardant. Chef des résidents en chirurgie traumatologique à l'hôpital métropolitain général. Je m'excuse d'interrompre votre réunion de famille, mais nous avons un accident de voiture multiple qui arrive, et j'ai besoin de notre meilleur chirurgien traumatologue disponible. Le visage de l'oncle Bob avait changé plusieurs fois de couleur, pour finalement se fixer sur un gris pâle qui correspondait aux tables de pique-nique en béton. Chef des résidents, dit-il faiblement. Chef des résidents, confirma le docteur Hendricks, mais plus pour très longtemps. L'examen de certification de Miguel a lieu le mois prochain, et une fois qu'il l'aura réussi, ce qu'il fera, il rejoindra notre personnel titulaire en tant que chirurgien traumatologue à part entière. Le cercle familial était devenu complètement silencieux. La bouche de Derek était grande ouverte. Tante Carmen me fixait comme si des ailes m'avaient soudainement poussé. Sophia avait l'air d'essayer de résoudre un problème de mathématiques complexe dans sa tête. Le docteur Martinez a été mon meilleur résident depuis 3 ans, continua le docteur Hendricks, apparemment inconsciente de la dévastation qu'elle causait à la vision du monde de l'oncle Bob. Des compétences chirurgicales exceptionnelles, des résultats exceptionnels pour les patients, des capacités de leadership naturelles. Le conseil d'administration de l'hôpital a approuvé son poste de titulaire le mois dernier. Poste de titulaire, répéta l'oncle Bob d'une voix qui semblait venir de sous l'eau. Le salaire de départ est de 385 000 $ par an, dit le docteur Hendricks d'un ton neutre, plus les primes chirurgicales, les bourses de recherche et la participation aux bénéfices, cela devrait avoisiner les 450 000 $ pour sa première année, en supposant un volume de cas normal. 450 000 $. Le chiffre frappa la famille assemblée comme une force physique. Le revenu annuel de l'oncle Bob avec son entreprise de construction était probablement d'environ 80 000 $. Le cabinet d'avocats de Derek pouvait générer 150 000 $ dans une bonne année. Je m'apprêtais à gagner, dès la première année, plus que ce que la plupart d'entre eux gagneraient en 5 ans. Miguel, dit le docteur Hendricks en regardant sa montre. Je sais que c'est un moment en famille, mais les victimes de l'accident sont héliportées vers notre centre de traumatologie. Pouvez-vous me rejoindre là-bas dans 30 minutes? Bien sûr, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Je vous suis. Excellent. Et Miguel? Elle fit une pause, regardant ma famille encore abasourdie. Apportez votre sac de chirurgie. D'après ce que le dispatch nous dit, cela va nécessiter notre meilleur travail. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda à nouveau l'oncle Bob. Monsieur Martinez, j'espère que vous comprenez à quel point vous devriez être fier de votre neveu. Le docteur Martinez est l'un des chirurgiens traumatologues les plus prometteurs avec qui j'ai travaillé en 25 ans de pratique. L'hôpital le considère comme un atout considérable. Sur ce, elle retourna à sa voiture, laissant derrière elle un rassemblement familial qui avait été fondamentalement transformé en l'espace de 5 minutes. Le silence s'étira jusqu'à ce que Derek finisse par parler. « Tu es un chirurgien traumatologue » ? « Oui, dis-je simplement. »« Un chirurgien traumatologue, répéta-t-il. »« Jean, tu opères des gens en urgence. »« C'est ce que font les chirurgiens traumatologues, confirmai-je. » L'oncle Bob me fixait toujours comme si je venais de révéler que j'étais en fait un extraterrestre portant un costume de Miguel. « Mais tu as dit que tu travaillais dans une clinique. » Je travaille bien dans une clinique, dis-je.
La clinique de traumatologie de l'hôpital métropolitain général. Elle est rattachée à l'un des services d'urgence les plus fréquentés de l'État. Tu as dit que tu gagnais 30 ou 40 000 par an, ajouta faiblement tante Carmen. Non, corrigez-je doucement. L'oncle Bob a dit que je gagnais 30 ou 40 000 par an. Je ne l'ai simplement pas contredit. La distinction était importante. Pendant plusieurs années, j'avais écouté ma famille faire des suppositions sur ma carrière, mes revenus et mes choix de vie, sans ressentir le besoin de corriger leurs idées fausses. Il avait été plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient, plutôt que de défendre constamment mes décisions. Mais pourquoi, demanda Sophia, sa voix petite et confuse. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais médecin? C'était une question juste, et que j'attendais depuis des années. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Durant toutes ces années de réunions de famille, de fêtes d'anniversaire et de rassemblements de vacances, pas un seul d'entre vous n'a jamais demandé quel genre de travail je faisais à l'hôpital. Vous avez supposé que j'étais un aide-soignant, un technicien ou un employé de bureau, et vous avez construit votre compréhension de ma vie autour de ces suppositions. L'exactitude de cette déclaration était indéniable. Ils avaient passé des années à discuter des limites de ma carrière, sans jamais s'enquérir de ma carrière réelle. J'ai essayé de vous le dire une fois, continuai-je. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé ma résidence, j'ai mentionné que je commençais une formation chirurgicale, et l'oncle Bob a ri et a dit que regarder des opérations à la télévision ne comptait pas comme une formation médicale. L'oncle Bob grimaça au souvenir de ce moment. Je pouvais le voir essayer de se remémorer la conversation, se souvenant probablement de sa réponse dédaigneuse à ce qu'il avait supposé être une autre de mes fantaisies irréalistes. Tu nous as juste laissé penser que tu échouais, dit Derek, sa voix portant un mélange d'admiration et d'accusation. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser, corrigez-je. Vos suppositions sur ma vie en disaient plus sur vos attentes que sur ma réalité. Mais l'appartement, dit désespérément tante Carmen, cherchant un moyen de donner un sens à la situation. Tu as dit que tu vivais dans un minuscule appartement. Je vis bien dans un minuscule appartement, confirmai-je. Un 2 pièces à environ 6 pâtés de maison de l'hôpital. Il est petit parce que je suis rarement à la maison, et quand j'y suis, je dors généralement. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Mais tu pourrais te permettre quelque chose de plus grand, dit Sophia. Avec ce genre de salaire, tu pourrais t'offrir une maison. Une très belle maison. Je pourrais, acquiesçai-je. Mais j'économise pour d'autres choses. Quelles autres choses? C'était la conversation que j'évitais depuis des années. Non pas parce que j'avais honte de mes objectifs, mais parce que j'avais appris que l'idée de la réussite de ma famille ne correspondait pas à mes propres priorités. L'école de médecine m'a laissé avec $200 000 de prêts étudiants, expliquai-je. J'ai vécu modestement pour pouvoir les rembourser le plus rapidement possible. Une fois qu'ils seront partis, je prévois de créer une clinique gratuite dans le quartier défavorisé de la ville. Une clinique gratuite, répéta l'oncle Bob, sa voix plate d'incompréhension. La plupart des chirurgies traumatologiques concernent des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des chirurgiens traumatologues, dis-je. Accident de moto, blessure au travail, cas de violence domestique. Je veux créer une clinique qui puisse fournir des soins chirurgicaux d'urgence, indépendamment du statut d'assurance. Mais pourquoi, demanda Derek. Je veux dire, c'est noble et tout, mais pourquoi renoncer à ces revenus? Tu pourrais gagner des millions en pratique privée. Parce que sauver des vies est plus important que d'accumuler des richesses, dis-je simplement. La déclaration flottait dans l'air, comme un défi à tout ce que la famille Martinez avait toujours cru au sujet du succès et de la réussite. Ils avaient passé des décennies à mesurer la valeur en termes de revenus, de possession et de statut social. L'idée que quelqu'un puisse délibérément choisir le service plutôt que la richesse était étrangère à leur compréhension de la prise de décision rationnelle. Miguel, dit lentement l'oncle Bob. Je te dois des excuses. De très grandes excuses. Tu me dois le respect, corrigeai-je. Les excuses sont gentilles, mais ce que je veux, c'est que ma famille arrête de faire des suppositions sur ma vie, et commence à poser des questions sur ce que je fais réellement. Docteur Martinez, dit Derek, testant le titre. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es chirurgien. Je veux dire, je peux le croire maintenant, mais c'est difficile à concilier avec les idées que tu avais sur qui j'étais censé être, ai-je terminé. Ouais. Je regardais ma famille, des gens que j'aimais malgré leurs défauts, des gens qui avaient passé des années à me sous-estimer parce que je ne correspondais pas à leur définition du succès.
La révélation sur ma carrière n'allait pas changer immédiatement la dynamique de nos relations, mais c'était un début. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dis-je, sortant mon téléphone et vérifiant un SMS qui venait d'arriver. Le poste de titulaire que le docteur Hendricks a mentionné. Il vient avec des responsabilités supplémentaires. Quel genre de responsabilité, demanda nerveusement tante Carmen, se préparant probablement à une autre révélation qui bouleverserait davantage sa compréhension de ma vie. Je dirigerai le programme de résidence en chirurgie traumatologique, dis-je. Enseigner à la prochaine génération de chirurgiens d'urgence. C'est un honneur important. La plupart des médecins attendent des années pour ce genre de poste. Enseigner à d'autres médecins, dit Sophia, émerveillée. Tu vas enseigner à d'autres médecins. J'enseigne déjà à d'autres médecins, dis-je. Je supervise les résidents juniors et les étudiants en médecine depuis 2 ans. C'est l'une des parties les plus gratifiantes du travail. Mon téléphone vibra à nouveau avec un autre message de l'hôpital. Les victimes de l'accident arrivaient, et ils avaient besoin de moi immédiatement. Je dois y aller, dis-je en me levant et en attrapant mes clés. La vie de personne dépend de la préparation de l'équipe chirurgicale à leur arrivée. Bien sûr, dit rapidement l'oncle Bob. Va sauver des vies. On parlera plus tard. Alors que je me dirigeais vers ma Honda Civic, qui semblait soudain moins un symbole d'échec et plus un moyen de transport pratique pour quelqu'un qui passait la plupart de son temps au travail, j'entendais ma famille commencer à digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Un chirurgien traumatologue, entendis-je Derek dire à Sophia. Notre cousin Miguel est un chirurgien traumatologue qui va gagner 450 000 $ par an, répondit Sophia. Plus les primes. Et il a vécu dans ce minuscule appartement par choix, ajouta tante Carmen. Pour rembourser ses prêts étudiants plus rapidement. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur, jetant un dernier regard sur le rassemblement familial. L'oncle Bob était assis lourdement sur un banc de pique-nique, fixant le sol comme s'il essayait de résoudre une énigme difficile. Le reste de mes parents étaient regroupés en petits groupes, comparant probablement les notes de chaque conversation qu'ils avaient eue avec moi, et se demandant quelles autres suppositions ils avaient faites à tort. Alors que je conduisais vers l'hôpital, mon téléphone sonna via le système Bluetooth de la voiture. La voix du docteur Hendricks emplit l'habitacle. Miguel, j'espère que je n'ai pas causé trop de drame familial là-bas. Rien qui n'aurait pas dû arriver depuis longtemps, dis-je. Mais je suis curieux. Comment saviez-vous où me trouver? Votre cousine Sophia, dit-elle en riant. Elle s'occupe des réseaux sociaux pour ce nouveau restaurant du centre-ville, celui où j'ai déjeuné hier. Elle publiait des photos de votre réunion de famille et je vous ai reconnu en arrière-plan. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de rencontrer votre famille, et l'accident de voiture multiple? Très réel, malheureusement. 3 véhicules, 7 victimes, 2 dans un état critique. Nous aurons besoin de votre meilleur travail aujourd'hui. J'arrive, dis-je, passant à l'état d'esprit professionnel qui m'avait porté à travers des années de formation médicale et de résidence. Le drame familial devrait attendre. Des gens avaient besoin d'être opérés, et j'étais l'une des rares personnes dans la ville qualifiée pour le faire. 20 minutes plus tard, j'étais en tenue de bloc et je me tenais au-dessus d'un patient traumatisé. Mes mains travaillaient à réparer des dommages qui auraient été mortels sans une intervention chirurgicale immédiate. C'était pour cela que je m'étais entraîné, ce pourquoi j'avais fait des sacrifices, ce que j'avais choisi plutôt que les marqueurs conventionnels de succès que ma famille valorisait. 6 heures plus tard, après avoir réussi 3 interventions chirurgicales d'urgence et stabilisé 4 autres patients, j'ai enfin eu la chance de vérifier mon téléphone. J'avais 17 appels manqués et 43 messages textes de divers membres de la famille. Les messages allaient de simples expressions d'étonnement, je n'arrive pas à croire que tu es médecin, à des tentatives plus complexes de digérer les révélations de la journée, maman veut savoir si tu as besoin d'aide pour meubler un appartement plus grand. Mais celui qui comptait le plus venait de l'oncle Bob. Miguel, j'ai passé des années à parler de construire quelque chose de significatif dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai appris que c'est exactement ce que tu faisais, et j'étais trop aveugle pour le voir. Je suis fier de toi, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Demain, je le rappellerai, et nous commencerions à reconstruire notre relation sur une base de respect mutuel, plutôt que de suppositions déplacées. Mais ce soir, je rentrais chez moi dans mon minuscule appartement, fier des vies que j'avais sauvées, et satisfait des choix que j'avais faits. Parfois,
le succès le plus significatif n'est pas visible pour les gens qui ne savent mesurer que la richesse et le statut. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre, même lorsque personne ne remarque que vous le faites.